pour la première fois, on a vraiment un document de mise à jour, update, des recommandations de manière transversale sur l'ensemble des recommandations existantes pour les traitements antiplaquettaires. Alors, on ne peut pas revoir tout le document en 3 minutes, mais c'est un document auquel on peut se référer puisque ce sera le plus récent et le plus à jour pour les maniements de ces traitements qui sont devenus un peu compliqués quand même. Alors, il y a un certain nombre de points qu'on peut extraire et mettre en avant. La mise en route, par exemple, sur les syndromes coronaires aigus du traitement antiplaquettaire, c'est tout de suite pour l'infarctus et c'est dès qu'on a une indication pour l'angioplastie pour le syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST. Lorsqu'on n'a pas fait la coronographie, eh bien ça se discute. C'est une classe 3 pour le prasugrel, il ne faut pas le faire. La porte est ouverte pour le clopidogrel et pour le ticagrelor en sachant qu'il y a toujours le risque de faire un traitement qui n'est pas adapté tant qu'on n'a pas vu les coronaires. Ensuite, il y a un certain nombre de points nouveaux. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont quasi obligatoires, ça devient une classe 1 en association au traitement antiplaquettaire double. Et donc il y a une très forte incitation à le faire absolument systématiquement. Il y avait par contre des choses qu'on faisait avant et qu'il est conseillé de ne plus faire. Par exemple, les tests de fonction plaquettaire qui étaient encore acceptés ou acceptables et qui sont passés en classe 3 avec les études randomisées qu'on a pu publier. Après, il y a un certain nombre de situations qui sont évoquées, en particulier les situations de maniement des antiplaquettaires avec les anticoagulants oraux. Et là, le groupe a décidé d'être plutôt conservateur et de dire encore que la trithérapie avait sa place parce qu'il y a un petit doute sur le fait qu'on puisse réellement prévenir les événements ischémiques avec une bithérapie seule, anticoagulant et un antiplaquettaire. Donc, ils disent dans ces recommandations auxquelles j'ai participé qu'il faut faire une trithérapie de 1 à 6 mois en fonction du type de patient. Mais il est tout de suite ajouté derrière avec le même niveau de recommandation que si on pense que le patient est à haut risque ischémique, donc il suffit de regarder son patient et de le trouver à haut risque ischémique parce qu'il est âgé ou il a fait un antécédent d'hémorragie par exemple, alors à ce moment-là, on peut utiliser les stratégies nouvelles, un anticoagulant nouveau et un seul antiplaquettaire à la sortie de l'hôpital et donc on se débarrasse en général de l'aspirine. Donc on a des recommandations qui sont quand même assez malléables par rapport aux pratiques des uns et des autres dans ce cas de figure. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de temps passé sur la durée des traitements antiplaquettaires, doubles en particulier. La première notion à avoir en tête, je crois qu'elle est déjà acceptée par beaucoup de cardiologues, c'est que on ne devrait pas choisir son stent en fonction de la durée du traitement antiplaquettaire qu'on peut se permettre chez un patient. Par exemple, un patient qui devrait avoir une chirurgie vasculaire en semi-urgence de la carotide de l'aorte, mais qui est coronarien avec une sténose menaçante de l'IVA, eh bien ce patient, il faut le stenter avec un stent actif, et ce stent actif ne va pas modifier la durée du traitement antiplaquettaire par rapport à un stent nu. Et ceci étant dit, dans cette situation, on accepte des traitements courts, traitements antiplaquettaires, qui peuvent être 1 mois de traitement pour amener le patient à la chirurgie derrière. Après, la durée du traitement antiplaquettaire, elle évolue et là aussi les recommandations donnent plutôt des fourchettes et non pas des durées très précises. Et donc sur un patient stable, on va traiter avec un stent actif en général 3 mois, un syndrome coronaire aigu en général 1 an. Lorsqu'il y a un antécédent d'infarctus, on met dans ces recommandations qu'il est possible de poursuivre le ticagrelor qui a une étude qui s'appelle Pegasus au-delà de 12 mois chez les patients à faible risque hémorragique. Et il y a eu des précisions apportées. Les angioplasties au ballon actif, par exemple, sur une rosténose de stent, c'est 6 mois. Et le stent nu, on reste avec 1 mois de traitement. Donc toutes ces situations sont balisées et donc c'est relativement facile de s'y retrouver, même si il y a beaucoup de propositions dans ces recommandations en fonction de la situation clinique du patient. Moi je dirais que, la durée du traitement antiplaquettaire, on est rentré dans la phase du traitement antiplaquettaire double en prévention secondaire au-delà d'1 an, c'est une nouveauté. Avant, à 1 an, ça s'arrêtait, on ne gardait qu'un antiplaquettaire. Ben là, la porte est ouverte pour en faire 2.
Ça, c'est une nouveauté. La deuxième chose, la porte s'est ouverte pour des stratégies de réduction de la trithérapie, soit dans sa durée, soit vers une bithérapie lorsque le patient est en fibrillation auriculaire, par exemple, avec un anticoagulant. Donc ces stratégies-là se mettent progressivement en place et je pense qu'elles vont encore évoluer vers une simplification et une réduction de la charge antithrombotique. Et puis la prévention des hémorragies est importante. On a parlé des inhibiteurs de la pompe à proton, il y a la radiale, il y a un certain nombre de mesures à prendre et il faut que les docteurs utilisent sans doute au début les scores d'évaluation de risque hémorragique des patients. Le score PRISA et DAPT est beaucoup mis en avant, c'est un des derniers scores qui permet de faire ça.